Sometimes we move too fast, they say, but we breathe deep and find our way. They say, steady hearts guide us through the night, side by side it feels. Maintenant que j'ai récupéré tous les livres, on va dire, plus à destination, enfin plus pro, on va dire, de réflexion, je voulais vous partager quelques lectures du moment, plus on va dire qui vont mélanger la romance, le fantasy, etc. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu tout mon univers à partir de mes livres, parce que j'aime bien cette idée que les livres parlent des personnes qui les lisent, c'est-à-dire qu'en gros, en fonction de la bibliothèque des personnes, on va savoir aussi des choses sur les gens indirectement. Je voulais vous montrer tout mon univers, on va dire, professionnel. Et la suite, ça va être plutôt ce qui va être les romans de manière plus générale. Et aussi, je vais vous montrer ma sélection de la médiathèque du mois, puisque je voulais pas montrer dans le vlog qui arrive prochainement. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion aussi de faire ce topo-là. Débrief un petit peu toutes mes lectures. Pour commencer le débrief des lectures, du coup, je voulais vous faire un petit liseuse tour. Je vais vous parler du dernier livre que je viens de finir, que j'ai fini hier soir, qui s'appelle Amber Fall. Amber Fall, c'est une romance entre deux personnes qui sont des anciens meilleurs amis et qui ont été séparés par la vie, par les aléas de la vie, et qui maintenant se détestent. Et elles vont être amenées à se fréquenter à travers un deal entre les deux protagonistes pour faire croire qu'ils sortent ensemble pour des conditions particulières, des raisons particulières. Et un événement en emmenant une autre, il va y avoir des révélations, des secrets, des tensions qui vont se créer. Et j'ai adoré l'univers de cette romance-là. Ça parle de pâtisserie, ça parle de sorcellerie aussi. C'est ça que j'ai adoré. En vrai, en toute franchise, ce livre, je voulais pas du tout le lire au départ. Le résumé, le synopsis me plaisait pas forcément, je le trouvais un peu cliché, etc. Et j'étais pas plus que ça adepte de pâtisserie, donc ça me tentait pas forcément. Et je trouve super dommage que, notamment dans le résumé, il parle pas du tout de cette approche, on va dire, de sorcellerie, parce que je trouve que ça apporte un vrai truc à l'histoire, cet environnement, cette ambiance au final qui est très écossaise, puisque la protagoniste, elle est écossaise d'origine, même s'ils sont pas dans une ville d'Écosse. Voilà, je trouve que le résumé n'était pas à la hauteur du livre, donc en vrai, foncez, j'ai adoré. En autre romance que j'ai lu récemment, j'ai lu les Emma Green. Alors je suis dans une era romance, alors que de base j'aime pas trop ça, je trouve ça un peu niais, mais j'ai fait pas mal de belles découvertes ces derniers temps. Donc Emma Green à nos cœurs battants. J'ai bien aimé, je trouve qu'il se lit assez vite, les personnages sont attachants. Et en fait c'est pareil, c'est la même approche que dans Amber Fall, finalement c'était pas fait exprès. Mais du coup c'est des personnes qui vont mettre en scène leur relation et qui finalement vont peut-être ou pas tomber amoureux réellement. C'est une romance, je vous spoil pas. Mais derrière il y a des non-dits et il y a pas mal de trigger warning en vrai dans celle-ci. Même si je trouve qu'ils sont approchés avec justesse. Une belle romance et j'ai aimé découvrir du coup les Emma Green que je ne connaissais pas. Et j'ai d'ailleurs acheté le dernier qui est sorti, qui est un thriller et une romance dans la même ambiance. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais j'aimais trop l'ambiance. En plus c'est en Écosse. Est-ce que j'ai une obsession sur l'Écosse? Peut-être. Sur la partie fantasy, parce que en soi si je devais décrire mes lectures, on va dire de type roman, j'aime bien lire des feel good, mais pas trop non plus. J'aime bien alterner en fait les sujets et les genres. Donc romance, feel good, polar, très peu de polar mais voilà, polar, cozy mystery et de la fantasy. Je vais pas forcément vous montrer les derniers livres que j'ai lus, mais mes livres un peu coup de cœur, un peu doudou du moment, que j'ai retrouvé en fait en faisant du tri. Le Grimm Lovelies, c'est une duologie que j'avais adorée. Je l'ai lu après avoir lu l'univers de la passe miroir. Et j'ai adoré retrouver une protagoniste féminine qui est du coup aventurière, qui se retrouve mêlée à des sujets qui la dépassent un petit peu, d'avoir tout cet élan d'amitié autour d'elle, etc. Tout cet univers. La fin du dernier tome m'a un petit peu laissé sceptique, mais tout l'univers, j'ai adoré rentrer dedans. Donc je vous le recommande si vous avez bien aimé la passe miroir. C'est un sujet qui peut vous plaire. Ensuite, pour vous faire un petit update de mes dernières lectures, et ben c'est top si je parle et que je bouge en même temps. Hop. Avant d'avoir fini Amber Fall, j'ai lu La toute petite reine de Agnès Leydig,
qui est un roman qu'on peut catégoriser de feel good, même si les sujets abordés ne sont pas feel good. Mais c'est un petit peu ces livres assez légers, qu'on lit facilement, qui nous donnent une leçon de vie. C'était du coup dans ma sélection, dans ma pile à lire du mois d'avril du coup. Donc je l'ai lu, je m'y suis tenue. Je l'ai lu assez facilement, j'ai bien aimé, mais sans plus. Et aussi dans le dernier vlog, je vais vous parler de ces deux livres-là. Donc Le Café du bout du monde que j'ai lu très rapidement, qui était chouette, ma foi. J'ai apprécié ma petite lecture un peu doudou. Des Vierges, qui est vraiment, je pense, un de mes coups de cœur de cette année, avec Amber Fall, que j'ai adoré. C'est pas du tout les mêmes sujets, la même approche de la romance. C'est pas de la new romance, c'est vraiment un roman qui va être engagé, féministe, qui va aborder des sujets d'identité, mais pas d'identité de genre, vraiment d'identité, de quête d'identité en fait. Parce que en soi, la protagoniste, Maggie, se retrouve à être bonne, on va dire, dans une grande maison bourgeoise dans le Kent. Et du coup, le Kent, ça doit être en Angleterre, je suis pas sûre. À être une bonne, du coup, on va dire un métier qui est pas forcément très glorieux pour la condition de la femme, on va dire. Elle est un peu honteuse de faire ce job-là. Son mari est décédé et du coup, elle fait un petit peu ce job-là pour avoir de l'argent, sachant qu'elle est fille et petite fille de suffragettes, de sages-femmes, vraiment de femmes qui ne se sont pas laissées marcher sur les pieds, qui ne se sont pas laissées aller sur leurs conditions, qui ont été engagées pour la condition de la femme, le droit des femmes, etc. dans leur pays. Et donc c'est un petit peu difficile pour elle de se retrouver dans ce métier-là et dans cette posture-là. Et elle va tomber amoureuse dans cette maison. C'est un petit peu un amour interdit en fait qui va naître et qui est aussi dérangeant par la posture que cet amour-là incarne et de ce qu'elle veut. Et du coup, ça renvoie à toutes ces croyances, toutes ces envies d'être une femme libre, indépendante, engagée, féministe. Et pourtant, est-ce que l'amour va pas changer toutes les convictions qu'elle a sur ça? Ce livre, il est bouleversant. Tant la relation amoureuse, les émotions qui en découlent, la quête identitaire, les questionnements qu'elle porte sont forts dans le contexte d'écriture, mais aussi dans tout ce que ça veut dire aujourd'hui. Donc vraiment, je vous le recommande énormément. C'est un petit bijou. En plus, la couverture est sublime. Ça commence à faire une grosse liste. Finir sur les romans par la saga du coup des détectives du Yorkshire. J'ai une obsession pour l'Angleterre, l'Écosse, etc. J'adore cet univers-là. Et en fait, dans cette saga, c'est Samson et Delilah qui se retrouvent un peu malgré eux enquêteurs dans une petite ville. Et en fait, on va suivre toutes leurs aventures, toutes les enquêtes. Donc c'est vraiment de la cosy mystery, c'est pas des grosses enquêtes haletantes comme du thriller où vraiment il va y avoir du sang, etc., de la tension et tout. Pas du tout. C'est vraiment doudou comme lecture, même si du coup il y a un vrai truc où on tourne les pages. Pour le dire, en fait, je lis c'est ma lecture doudou de week-end. C'est-à-dire qu'une fois par mois, généralement, j'ai un week-end, je lis, je fais que lire et je lis le livre en 2 jours. C'est vraiment ma lecture que j'aime beaucoup. Les pages se tournent très vite, l'enquête, elle nous tient en haleine. Et en même temps, les secrets des personnages en font, les relations qu'ils tissent, etc. C'est hyper attachant, c'est un peu vraiment comme dans une série policière où il y a l'enquête du moment, mais il y a aussi toutes les relations avec les personnages de la série qui se nouent et qui donnent aussi envie de continuer. Donc j'aime beaucoup, là je suis au tome 5, donc voilà, je voulais vous le présenter. Voilà pour la partie roman. Ensuite, je voulais vous faire rapidement mon retour de bibliothèque. Pour la partie retour de bibliothèque, donc il y a effectivement ce livre, Les détectives du Yorkshire, que je prends à la bibliothèque, il y a 10 tomes. Et la dernière fois, j'ai été plutôt raisonnable quand j'y suis allée. J'ai pris 3 autres livres qui ne sont pas des romans. Je suis dans une grosse période sur la philosophie. Donc j'ai pris Être soi, une quête essentielle au service du monde et Philosophesse et autres outsiders de la pensée. J'ai fini ce matin Être soi. J'ai beaucoup aimé le début. En fait, c'est une psychologue qui s'appuie sur des études philosophiques et sociologiques
pour expliquer le mal-être ambiant, on va dire, de notre société et qui soulève notamment le fait que parfois on a tout pour être heureux, des amis, une famille, la santé, une stabilité économique, un métier qui nous plaît, mais on sent une sorte de vide en nous et on ne sait pas trop pourquoi on ressent ça. Et elle va expliquer qu'il y a de plus en plus de patients qui sont comme ça. Et elle explique la différence entre le être extérieur et le être intérieur. Entre tout ce qui est extérieur, on peut être très bien dedans. Si nous, on n'est pas connecté à certaines choses qui nous font vibrer, on peut se sentir déconnecté de notre environnement et du coup sentir un certain mal-être intérieur sans raison apparente. Donc elle va parler de ça, du rapport au monde, du rapport à notre société qui va plus vite, qui est très intense et qui ne laisse pas place à l'individualité et en même temps qui est très individualiste mais pas dans le bon sens du terme. J'ai beaucoup aimé la première partie parce qu'elle soulève toutes les problématiques entre guillemets et la suite sur les solutions. J'ai moins adhéré, c'est une approche très spirituelle, donc spirituelle vraiment elle appuie dessus, c'est dans tous les sens du terme, elle va s'appuyer sur des traités vraiment de toutes les religions et autres que la religion d'ailleurs, et elle le soulève bien que la spiritualité c'est pas une question de religion, c'est une question de chemin en fait, peu importe à quoi on se rattache, mais j'avoue que j'avais beaucoup plus de mal à trouver à prendre les choses avec des pincettes à ce niveau-là, mais je trouve que ça donnait beaucoup de pistes, le fait de comprendre toute l'analyse de la société en fait et du mal-être entre l'être extérieur et l'être intérieur m'a beaucoup parlé. Donc si c'est des sujets qui vous interpellent, je vous conseille cette lecture. Ensuite, j'ai pris La fabrique des possibles. Là, c'est un livre d'architecture en territoire ruraux, sur les territoires ruraux, de Simon Tessou et Stéphane Bonzani, qui sont des architectes qui étaient en fait mes professeurs à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand quand j'étais en études. Et d'ailleurs Simon Tessou c'est l'ancien directeur et pour l'anecdote aussi mon premier professeur de projet à l'école d'archi, et j'aimais beaucoup sa vision, beaucoup son approche. Et Stéphane Bonzani, j'ai un peu moins de souvenirs mais je sais que j'aimais bien ses cours aussi, et donc je voulais me replonger là-dedans car je suis vraiment dans une posture dans mon travail de redévelopper une approche de l'architecture et de l'urbanisme, et notamment du coup dans les territoires ruraux. Pour moi, là, le métier de l'architecte et le rôle de l'architecte, il n'est pas décorrélé du métier de médiateur, du métier de passeur de savoir, d'historien, etc. Et justement, j'aimerais bien renouer des liens avec tout cet écosystème-là pour transmettre avec un public particulier et expliquer en fait les processus, renouer les citoyens en fait aux projets qui se passent sur leur territoire, et notamment dans les territoires ruraux. Je pense que c'est des choses qui sont hyper importantes et intéressantes à creuser. Donc cet ouvrage-là, que je n'ai pas encore pris le temps de lire, je l'ai feuilleté rapidement. Et enfin, pour revenir à la philosophie, Philosophès, l'idée c'est de présenter les personnes qui sont un peu exclus de la pensée philosophique, alors qu'ils ont apporté des choses très importantes dans les réflexions de pensée. Donc je peux pas vous en dire plus que ça, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais on en avait beaucoup parlé, donc je vais m'y atteler, parce qu'il est assez court. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous présenter mes futures lectures et les lectures, on va dire, un peu coup de cœur que j'ai eu dans ma pratique. La première lecture coup de cœur que j'ai eue, c'est L'architecture du bonheur. C'est un des premiers livres que j'ai lu en architecture par mon propre biais. Il n'a pas été recommandé par les professeurs à l'époque. Et en fait, c'est une philosophie de l'architecture, donc l'architecture du bonheur. Et on va vraiment creuser le rapport à l'habitat, le rapport à l'humeur, le rapport à la décoration, etc. Et j'avais beaucoup aimé ce livre-là, qui serait hyper intéressant d'ailleurs que je relise. Mais je l'avais pas mal annoté à l'époque. Donc on y retrouve vraiment toute la partie design, architecture, conception, qu'est-ce que le beau, etc. Donc ça traite aussi bien de la notion d'habiter, d'être dans un environnement, que de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend, de ce que cela représente, etc. Donc je le trouvais assez divers et hyper intéressant et transversal comme approche de l'architecture. J'adore cette collection qui s'appelle Micros, donc c'est des essais. Celui que je voulais vous recommander pour la partie ruralité, c'est un nouveau récit pour les campagnes de Plouc Pride de Valérie Joussaume, qui est absolument incroyable, hyper intéressant pour avoir
on va dire, toutes les notions générales qui sont attenantes à la campagne sur les processus de création, l'exode rural, l'exode urbain, comment la vie à la campagne se fait, l'économie à la campagne, etc. dans le temps et géographiquement en fait. Donc c'est hyper intéressant de voir les évolutions, de voir les choses qui font l'identité des personnes à la campagne en fait, et pourquoi on part de la campagne pour recréer du sens, etc. Donc un peu un must-have également. Si du coup c'est Jean Blaise et Jean Viard qui parlent de Pour une autre politique culturelle. Je ne l'ai pas encore lu, c'est une interview, et Jean Viard, je ne le connaissais pas du tout, mais je l'ai découvert en interview il y a peu, et j'avais adoré son approche. C'est un peu une personne très importante dans l'économie touristique, en termes de consultant et d'approche croisée. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il dit de la culture justement. C'est vraiment de reconnecter la culture et d'arrêter de sanctuariser la culture à Paris, d'arrêter de sanctuariser la culture au musée, etc. Donc c'est vraiment l'approche aussi que j'ai de l'approche culturelle. Donc sur ma liste de ce mois-ci, donc du mois de mai, qui est bien entamé, mais j'aimerais bien lire ce petit essai. Lecture que j'ai achetée au mois de janvier, Mes musées en liberté d'Adrien Goetz, 120 promenades artistiques en France. C'est 120 présentations de petits musées de France pour voir en fait que justement la culture elle n'est pas que à Paris, et il raconte son épopée dans ces différents musées. À prendre avec des pincettes, j'ai beaucoup aimé son introduction. En disant que les chefs-d'œuvre n'étaient pas forcément au Louvre ou à Orsay, mais pouvaient être vraiment délocalisés dans plein de lieux, et tout ce que ces chefs-d'œuvre-là pouvaient raconter aussi. Et je trouvais cette posture très intéressante. Après, la présentation des différents musées, je la trouve assez courte, et j'aurais voulu une approche beaucoup plus sensible, comme le laissait présupposer la préface. Et je trouve que l'approche dans des différents musées est plutôt factuelle, et je trouvais ça un petit peu dommage. Je ne l'ai pas lu en entier, j'ai été voir les musées qui m'intéressaient, mais voilà, à creuser. Ensuite, il y a L'imaginaire est une réalité de Michel Pastoureau avec Laurent Lemire. Michel Pastoureau, c'est une institution dans la lecture des symboles et de la compréhension du monde, qui m'a beaucoup été recommandée par des amies historiennes, chercheuses et sémiologues, donc Léa Thomas Billon, sémiologue, Colline Gravier qui est consultante en histoire. Je veux pas dire de bêtises sur son métier, elle va me taper. je vais lui faire la promo. Mais n'hésitez pas à voir son compte Gravier et Patrimoine, et Caliantus pour Léa qui est sémiologue. Elles m'ont recommandé cet auteur, et quand j'ai vu ce livre, je trouve ça hyper intéressant. Dans mon érat de philosophie en plus, donc j'aimerais bien le lire aussi prochainement. Je vais vous parler de 2 livres qui sont attraits à une pensée sur l'environnement, l'écologie, etc. Donc il y a Portrait de Loire, récit d'un bord de fleuve, où là c'est à la fois un récit, mais c'est surtout un récit photographique et portrait des personnes et des acteurs qui habitent autour de la Loire. En fait, pour remettre en contexte, la Loire a été... il y a eu tout un projet pour que la Loire, le fleuve Loire, soit reconnu comme une institution ayant des droits. Et il y a tout un programme de projets artistiques, etc. qui ont été faits, et ce travail-là en fait partie. Donc je trouve ça hyper intéressant de comprendre en fait la relation entre le fleuve, la nature, l'humain, l'économie, l'environnement, le patrimoine, etc. Donc voilà, c'est un livre qui m'a été offert par les éditions Libelle, ainsi que celui-ci, Les écosystèmes ont-ils des droits? La personnification de la nature comme traduction juridique des communs, qui sont en fait 2 livres qui se font écho. Là, on va dire que c'est un mémoire de recherche, et là, c'est plutôt une analyse de terrain. Là, ça va être une approche très transversale de cette notion d'écosystème et de droit juridique, tandis que celui-ci va être beaucoup plus illustré, beaucoup plus ancré dans le réel. J'aime bien lire des lectures hyper transversales pour comprendre les enjeux qui touchent nos territoires, et pouvoir relier ces enjeux-là entre eux, et voir comment on peut faire évoluer les pratiques, faire le lien avec les publics, faire le lien avec les acteurs, etc. Terminer, 2 livres qui vont plus être dans une dimension business. Le premier, c'est You Can Speak English. C'est le livre qui m'a accompagnée dans ma reprise de l'anglais pour justement faire plus de projets internationaux, parce que je trouve que justement dans cette approche transversale, c'est hyper intéressant d'avoir des personnes
de dialoguer avec des territoires et des pays différents, savoir comment c'est construit à l'étranger, sont construits des projets, quels sont les enjeux à l'étranger, quelles sont les similitudes avec nos projets en France. Et donc j'avais pris ce livre que ma soeur m'avait recommandé de Manon Delsol, qui a une approche très pratique de la langue anglaise. Donc à la fois il va y avoir des informations de grammaire, d'orthographe, etc. Mais surtout c'est un élan pour aller faire notre propre expérience de la langue. Bref, petit à petit, j'ai eu beaucoup plus de projets et d'opportunités d'échanger avec des personnes en anglais. Donc je trouve ça hyper fou comme cette langue s'est mise à me suivre depuis le mois de novembre en fait dans ma pratique, alors que je n'avais pas parlé anglais depuis 10 ans en fait finalement. Et donc ce livre m'a beaucoup aidé à me remettre dedans et à saisir les opportunités avec confiance pour développer cette approche-là qui est importante pour moi. Et enfin, le dernier livre de cette vidéo, on va parler de From Zero to Hero, bâtir son influence sur les réseaux sociaux de Caroline Mignot. Ce livre, je le trouve hyper pratique, hyper pédagogique. Je l'ai vraiment très bien beaucoup utilisé, je l'ai beaucoup annoté et je suis en train de le reprendre de début. Je l'avais utilisé il y a quelques années au début de mon entreprise. Et là, je trouve que c'est un super livre à avoir sous la main pour faire le point sur sa posture, sur ses idées, sur voir vers où on a envie d'aller et mieux se connaître, mieux connaître son business, son projet entrepreneurial. Donc je peux vous recommander son livre. Cette personne, j'ai essayé de la suivre sur les réseaux en toute franchise ou dans son podcast. J'apprécie pas du tout son contenu du quotidien, mais j'ai adoré son livre. Donc je le trouve très didactique en fait dans sa présentation. Donc je vous le recommande. Un vrai outil à avoir sous la main pour faire évoluer ses projets. Voilà, dans toutes mes piles de livres, je finis cette vidéo entourée de livres, en fait, de mon univers, en fait. Cette vidéo, elle parle beaucoup de moi, finalement, et de ma pratique et aussi de mon rapport à la lecture. Je ne peux que vous encourager à explorer votre propre voie littéraire, à lire des choses qui vous interpellent, à ne pas finir des livres aussi, parce qu'il y a des livres que j'ai commencé, que j'ai arrêté, que je reprends plus tard, à croiser les approches dans votre pratique professionnelle. Et puis si vous lisez pas, c'est pas grave non plus, chacun a sa manière de créer son univers, de s'évader et de construire son propre récit et sa propre expérience finalement. Voilà. Je vous laisse avec ça et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires toutes vos lectures coup de cœur, vos lectures du moment, les livres peut-être qui vous ont plu dans ma sélection et qui vous donnent envie de lire. N'hésitez pas, on échange en commentaire et à très vite.